un permis de construire déposé en ligne et traité par votre commune sans même avoir à vous déplacer, eh bien c'est un rêve qui va devenir progressivement réalité sur l'ensemble du territoire. On va en parler avec mes deux invités. Jean-Baptiste Lannes, bonjour, vous êtes directeur du programme Permis de construire en ligne au ministère de la Cohésion des Territoires. Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Et Michel Kermagorette, bonjour, vous êtes directeur des opérations conseil chez Click Group. Je commence par vous, Jean-Baptiste Lannes. C'est pour quand le permis de construire en ligne? Alors, où en est le calendrier? Alors, c'est pour le 1er janvier 2022, donc avec deux sortes d'obligations pour les communes. La saisine par voie électronique pour les communes de moins de 3500 habitants et la loi Elan, c'est-à-dire la saisine plus l'instruction dématérialisée à partir du 1er janvier 2022. Mais toutes les communes seront concernées? Alors, toutes les communes sont concernées, avec donc une gradation dans la dématérialisation. Donc, pour les plus grosses communes, c'est une instruction dématérialisée, mais toutes les communes sont bien concernées. Après, est-ce que toutes les communes seront prêtes au 1er janvier, j'allais dire 0 heure? Certainement pas. Ça va se mettre en place, mais plutôt rapidement. Oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, seules les communes de 3500 habitants seront prêtes? Je pense que ça dépend. Il y a des communes qui sont moins de 3500 habitants, mais qui font partie d'une intercommunalité qui est prête et qui seront prêtes. C'est plus de dire que le déploiement se fera progressivement en fonction de l'anticipation et des aléas, des projets que l'on rencontre. Il y a 36 000 communes qui sont concernées, donc il peut y avoir des communes qui ne seront pas prêtes au 1er janvier. À proprement parler. Alors, pour permettre la dématérialisation du permis de construire, il a fallu imaginer une solution que vous avez élaborée donc, ensemble. Mais voilà, quels étaient les enjeux et les problématiques auxquelles répondre? Alors, je vais parler des contraintes, oui. Et puis je laisserai la parole à Michel concernant les solutions. Les contraintes, premier sujet, c'est que nous travaillons à droit constant. Donc, il n'y avait pas de volonté de simplifier l'application du droit des sols. Et une des principales contraintes, c'est que l'application du droit des sols est décentralisée au niveau des communes. Donc, vous, en tant qu'individu, vous allez au guichet unique. Et le guichet unique, il y en a 36 000. Et ces communes sont de toute taille. Donc, il fallait imaginer une solution, et je laisserai Michel expliquer cette solution, qui concilie cet aspect du sujet. La deuxième contrainte, c'est qu'un permis de construire associe énormément de codes, de réglementations. Ça peut être la réglementation de l'environnement, la réglementation du patrimoine, le code de la santé, le code de la construction. Et donc, ce sont tous ces services consultés lors de l'instruction des permis de construire qu'il fallait mobiliser. Alors, les solutions. Parce qu'apparemment, le cahier des charges était un peu compliqué. Donc, ça n'a peut-être pas été facile de trouver tout de suite le bon modèle. Effectivement, le cahier des charges est compliqué, surtout qu'il y avait un existant sur tout le territoire. Il y a toujours un existant sur tous les territoires, puisque les communes instruisent des permis de construire. Donc, l'idée centrale, c'était de mettre en place une plateforme de communication entre tous les acteurs et que, progressivement, chaque acteur, donc commune, communauté de communes et service consulté, un service consulté emblématique, c'est les monuments historiques, se raccordent, offrent au fur et à mesure des services et que tout cet ensemble devienne cohérent, donc dans un planning sur à peu près 2 ans, sur lequel il a fallu construire la solution, l'expérimenter au niveau local, puisque même si c'est un projet national, ça marche au niveau local, parce que la commune X va poser une question aux monuments historiques de son département, qui sont compétents, etc. C'est tout cet enjeu expérimentation, vérifier que une plaque marche, puis après, déploiement. On est sur des centaines de projets pour que l'ensemble soit opérationnel. Et quand tout à l'heure, Jean-Baptiste nous parlait de tout le monde ne sera pas prêt à l'heure H00, c'est ces derniers petits projets locaux qu'il faut cadencer. Ça va se mettre en place progressivement. Comment vous avez trouvé donc la bonne solution? Comment vous avez procédé? Quelle a été la méthode? Alors, la bonne solution, c'est, si c'est la bonne, mais on a travaillé avec les équipes du ministère, nous étions déjà impliqués sur les enjeux réglementaires du permis de construire et les enjeux SI de l'instruction, donc on connaissait bien le domaine. Ensemble, on a imaginé une solution, on l'a présentée pour obtenir des fonds de financement au travers du Fonds de transformation de l'action publique, et après, nous sommes passés dans un cycle
classique de études de faisabilité, mise en place des éléments structurants du projet, notamment des feuilles de route métiers partagées par tous, une architecture SI, alors là je vais jargonner un peu pour montrer, pour urbaniser tout ça et faire que les gens qui devaient se raccordent facilement, etc. Et après, la direction de programme a joué son rôle de faire en sorte que tout ça arrive en temps et en heure avec un ensemble de partenaires très importants. Et il faut bien dire, et Jean-Baptiste pourra abonder, c'est un projet du ministère, mais c'est surtout un projet d'un ensemble de partenaires. Et oui, ça a mobilisé plusieurs partenaires. Alors tout à fait. Donc il y a le ministère de la Transition écologique qui porte les règles d'urbanisme et donc qui est moteur. Mais bien évidemment, toutes les collectivités territoriales représentées par l'AMF, la DCF, d'autres ministères, le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et puis aussi, on est comme partenaire, on a Enedis, GRT Gaz, donc des partenaires privés. Donc l'idée maîtresse, ça a été, une fois que la conception a été réalisée, c'est de bien la partager avec l'ensemble des acteurs pour qu'ils se l'approprient et qu'elle fasse foi. Et c'est une fois qu'on a eu un, je dirais, consensus qu'on est rentré véritablement dans une phase de travail et de raccordement. Parce que vous, votre rôle, c'est aussi d'accompagner les communes. Sur les aspects techniques, peut-être. Alors, pas sur les aspects techniques. On les accompagne en coordonnant les projets de déploiement. Au niveau des communes, ils vont être plutôt accompagnés par leurs partenaires éditeurs, puisqu'il y a des éditeurs de solutions d'instruction qui étaient présentes et qui ont dû adapter ces solutions pour passer au nouveau mode d'instruction. Donc, nous avons d'ailleurs fait un groupe de travail avec ces éditeurs pour vérifier que leurs solutions étaient compatibles. Et après, chacun s'occupe, entre guillemets, de sa commune. Et il y a des dizaines de projets locaux actuellement. Alors, cette solution, elle impose aussi la mise en place d'un canal numérique dans les communes. Ça aussi, c'est complexe. Alors, c'est complexe, mais ce n'est pas impossible. On a été aidé en cela par le Covid. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, il y a un certain nombre de collectivités qui se sont trouvées à fonctionner avec juste leur boîte de messagerie pour transmettre des dossiers, recevoir des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et elles se sont finalement rendues compte que ces outils sont bien pratiques, mais que en matière juridique, c'est pas tout à fait, sécure, ou en tout cas, il y a de l'insécurité juridique. Et donc, quand on travaille avec les éditeurs ou quand on travaille avec nos propres solutions pour leur dire « maintenant, vous avez des vrais outils pour transmettre, instruire », on rencontre un écho très favorable. Donc, finalement, ce canal numérique n'est pas si compliqué à mettre en place. Si je peux rajouter quelque chose sur ce canal numérique, il faut bien voir ce qu'il remplace. Il remplace le dépôt d'un dossier en 7 exemplaires, qui des fois peut faire des cinquantaines, des centaines de pages, qui lui-même doit être envoyé à des partenaires, etc. Donc, votre thème de votre émission, c'est vers le zéro carbone. Clairement, on y contribue. Et là, vous avez apporté votre expertise dans la matière. Tout à fait. Alors, chaque année, 1,5 million de demandes d'urbanisme sont traitées par les différents services. Donc, cette dématérialisation, concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Plus de rapidité ? Alors, ce qu'elle va apporter, c'est ce que vous avez dit en introduction, que vous avez fort joliment résumé en introduction, c'est que vous êtes un pétitionnaire, vous êtes chez vous, vous constituez votre dossier, vous n'avez pas à vous déplacer. Donc, c'est beaucoup plus facile, et puis vous pouvez être accompagné par des outils. Donc ça, c'est le service principal. Et puis, en fonction de la solution qui aura été mise en œuvre par la collectivité, vous pourrez suivre l'instruction de votre dossier tout au long de sa vie administrative. Donc ça, c'est vraiment une première solution. Le deuxième sujet qui a été évoqué rapidement par Michel, c'est que derrière, en arrière-cuisine, beaucoup d'échanges entre services de l'administration. Et si on peut passer par un canal numérique qui est structuré, qui est sécurisé, ça rassure tout le monde et ça permet d'économiser les délais de transmission, de pouvoir fluidifier énormément les différents échanges entre services, de ne plus avoir à ressaisir le nom, l'adresse du projet, etc. Donc honnêtement, on va amener progressivement beaucoup de confort pour les instructeurs en collectivité territoriale et dans les services de l'État, beaucoup plus de fluidité. À terme,
On pense économiser des délais, et donc ça veut dire que globalement, les réponses au permis de construire iront plus vite. Néanmoins, le programme permis de construire en ligne ne porte pas de réduction des délais réglementaires. On constatera, l'usager constatera que ça ira plus vite, mais ça sera toujours les mêmes délais. Et peut-être que dans certains endroits, ces délais seront mis à profit pour améliorer la qualité du service et la qualité de l'instruction. En tout cas, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que ce programme national continue et que vous allez continuer à accompagner les collectivités. Merci Jean-Baptiste Lannes, merci Michel Kermagoret d'être venu sur le plateau d'Acteurs Public TV. Merci madame. Merci beaucoup. On continue de parler de transformation digitale des opérateurs publics qui nécessitent, c'est obligatoire, des investissements, mais des solutions existent pour les aider à diminuer les dettes informatiques et à capitaliser sur les investissements déjà réalisés. C'est ce que nous dit Emmanuel Hauss, vice-président de EMEA Rimini Street.